Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais poursuivre aujourd'hui sur la question de la catégorisation dont j'avais dit déjà qu'elle apparaissait dans le champ de la linguistique cognitive à partir de ce livre de Lakoff sur lequel on reviendra plus tard. J'avais introduit la problématique à partir de la question de la couleur, mais je n'y reviens pas. Et nous avions vu la dernière fois que cette question de la catégorisation des couleurs pose toutes sortes de problèmes, mais qu'elle reste un cas, disons, emblématique dans la mesure où elle est ce phénomène de catégorisation, il est ce phénomène de catégorisation, un phénomène dont la nécessité, en quelque sorte, est évidente, puisque, donc, encore une fois, les couleurs n'existent pas dans leur catégorisation dans le monde externe, et ce sont vraiment des catégorisations faites par les systèmes cognitifs des sujets parlants, avec une influence ou non des langues qu'ils parlent, et nous avions vu l'exemple du russe avec cette influence online uniquement que la langue a sur notre processus perceptif de catégorisation. Alors, je voudrais approfondir un petit peu cette notion de catégorisation en sortant de la problématique des couleurs pour entrer dans la problématique de la catégorisation des objets en général. Et je vais vous en parler d'abord à partir de cet article très célèbre de William Leiboff, qui est connu plutôt pour des questions sociolinguistiques, mais qui a produit cet article sur les frontières des mots et de leur signification. Article intéressant dans lequel il travaille sur la catégorisation des objets, ou tout au moins les catégories véhiculées par les mots bol ou tasse, et il essaie d'examiner est-ce qu'il y a une frontière claire entre la catégorie du bol et de la tasse. Alors, peut-être que chacun d'entre vous a une idée très claire de ce qu'est un bol et de ce qu'est une tasse et ne confondra jamais les deux. Cette étude vise à montrer que les frontières des catégories sont beaucoup moins claires que ce qu'on pourrait s'imaginer au départ. Alors il a travaillé sur, la question est de savoir est-ce qu'on appelle ça des bols ou des tasses, avec différentes sortes de formes pour ces récipients, mais on va se concentrer uniquement sur la première ligne et sur donc les formes les plus classiques pour s'interroger sur en gros, à partir de quel moment quelque chose qu'on a tendance à nommer tasse va plutôt avoir tendance à être nommé bol. Alors, il a fait une étude en montrant, alors je ne sais plus exactement si c'était des images ou des objets réels, donc une étude à partir d'objets ou d'images d'objets, de tasses ou de bols de différents diamètres. Ils sont identiques au diamètre près. D'accord ? Ils ont tous une anse, ils sont tous à peu près la même hauteur. On fait juste varier la variable donc du diamètre. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on observe la façon dont les sujets répondent à la question qu'est-ce que c'est comme objet, ou est-ce que c'est une tasse ou est-ce que c'est un bol, on remarque que à partir d'un certain diamètre, la situation va s'inverser. C'est-à-dire que lorsque le diamètre est petit, 100%, vous voyez, dans la colonne de gauche, vous avez les pourcentages. 100% des gens répondent qu'on a une tasse pour ici. Personne ne dit qu'on a un bol. Là, on commence à hésiter un petit peu, mais malgré tout, il y a très peu de gens qui parlent de bol pour ce cas. Ici aussi, 0% pour bol, mais contrairement au premier cas, il y a un certain nombre de pourcentages de gens qui n'utilisent pas le mot tasse. Et à partir de ce diamètre-là, alors je ne sais pas en quelle unité de mesure il est, mais peu importe, à partir d'un certain diamètre, la tendance va s'inverser et il y aura de plus en plus de gens qui vont parler de bol pour le diamètre correspondant à l'objet numéro 4 que de tasse. Bon. Donc, alors, on peut évidemment raffiner la chose en imaginant qu'il puisse y avoir des diamètres intermédiaires, etc. Donc, avec cet exemple, on a d'abord comme première idée qu'il y a des zones où on ne sait pas bien si on a affaire à une tasse ou un bol. Donc, les frontières de la catégorie véhiculée par le mot tasse ou le mot bol ne sont pas très claires.
Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est que lorsqu'on fait la même expérience, mais en mettant de la nourriture à l'intérieur des récipients, donc en utilisant un contexte, eh bien, on se rend compte que, voyez, alors vous avez les traits pleins qui correspondent au premier schéma, hein, ce sont exactement les mêmes, et puis les traits pointillés qui correspondent au cas où on a donc de la nourriture à l'intérieur. Bon. Eh bien, à partir du moment où on a de la nourriture à l'intérieur, on va avoir le sentiment qu'on a de la nourriture dans une tasse quand on est dans le plus petit diamètre, hein, vous voyez, où on a 0% de bol, mais près de 75% qui disent tasse. Mais dès qu'on augmente un tout petit peu le diamètre, vous voyez, à partir de entre 1,2 et 1,5 ici, on commence à parler de bol plutôt pour un diamètre plus petit que de tasse. D'accord ? Donc, ça c'est une autre information. La catégorisation est conceptuelle. Je vais plus facilement parler de bol lorsque je mets de la nourriture plutôt que du liquide dans un récipient que de tasse. La tasse étant le bol pouvant accueillir aussi bien des liquides que des solides, d'une certaine façon, la tasse n'accueillant que des liquides, c'est assez naturel qu'au fond, le contexte joue sur la catégorisation. Donc vous voyez, encore une fois, on voit avec ce genre d'exemple que la catégorisation va être difficile. Je vais avoir du mal à donner une définition de tasse, une définition de bol, qui fasse que je ne me trompe jamais. Puisqu'au fond, là, j'utilise tasse ou bol en tant que dénomination véhiculant des catégories différemment selon les situations. Alors, si on regarde dans les dictionnaires, est-ce que les définitions qui sont fournies pour tasse et bol sont des définitions qui me permettent de trancher, de faire la différence entre les deux catégories? Pas tellement, hein. Pour tasse, on a cette définition dans le TLFI, ce sont juste des extraits. Hein. Petit récipient à anse ou à oreille dont on se sert pour absorber une boisson généralement chaude. Bon alors, c'est bien, il y a l'idée de boisson, il y a l'idée que c'est petit, il y a l'idée qu'il y a des anses ou des oreilles, mais même ça, à la limite, je pense qu'on peut trouver aujourd'hui des tasses qui n'ont même pas d'anse. Et puis le bol, pièce de vaisselle de forme généralement hémisphérique, servant à prendre certaines boissons. Bon, il n'y a rien sur l'idée qu'il y a des nourritures qui peuvent être mises dans un bol. Et vous voyez que les définitions ne dessinent pas des catégories bien délimitées, avec des propriétés qui me permettraient de dire à chaque fois, ça c'est une tasse, ça c'est un bol, etc. Alors, là, quand on regarde très concrètement dans des sites de vente de ce type d'objet, je ne mentionnerai pas de marque ici, bien sûr, on se rend compte qu'au fond, aujourd'hui, avec la vente sur Internet, les vendeurs sont soumis à des problèmes de catégorisation. Hein, on va le voir tout à l'heure avec d'autres exemples. Mais quand on regarde un peu comment sont classés les bols et les tasses sur un site Internet qui vend ce type d'objet, on remarque qu'il y a un autre problème tout de suite. Hein. Il y a le problème de la frontière entre le bol et l'assiette. En fait, un problème qui n'était pas examiné par l'EIBOF, mais vous voyez que plus on augmente les bords, plus l'objet est creux, plus il passe de l'assiette au bol. Donc il y a aussi une frontière, non seulement entre bol et tasse, mais entre assiette et bol. Et puis il y a un autre problème qui apparaît, dont je me suis rendu compte en regardant ça, c'est le mug qui n'est pas dans la description de l'EIBOF. Mais alors, si on introduit le mug, à quel moment on a une tasse, un bol, un mug? Bon, c'est surtout la frontière entre tasse et mug. Quand vous regardez ici, sur ce site, sur cette page du site, hein, franchement, visuellement, vous avez partout des mugs, sauf ici, tasse. Qu'est-ce qui vous permet de dire là que ça c'est une tasse? Oui? Je pense que j'ai la réponse. Oui. La réponse, c'est que la différence, c'est que le petit tasse en verre. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plutôt pour mettre du café et c'est plutôt pour l'expression industrielle.
Bah oui, c'est ce qui est... Alors, là où on mettrait un petit café, ça serait une tasse. Dans l'autre cas, pour avoir un thé, on peut avoir un autre liquide. La raison, c'est que pour lequel c'est une marque. D'accord. Non, mais je suis d'accord sur le principe. C'est pas raisonnable. Non, mais quand vous regardez ces deux objets, quand même, ces deux images, il y a vraiment une indistinction. Hein. C'est une analogie. Moi, je dirais que c'est une analogie. La deuxième passe en verre et il y a une analogie avec la tasse en porcelaine. Alors attendez, je vais vous donner la réponse parce qu'il y a un piège dans cette image. Regardez. En fait, quand vous regardez mieux, vous voyez que la tasse ici, elle fait 8 centilitres de volume, alors que le mug qui est là fait 23 centilitres. Elle est un peu moins haute, mais comme c'est présenté ici, la tasse est énormément grossie, et donc on ne voit pas que c'est une tasse par rapport à un mug. Donc effectivement, le mug est plus grand dans ses dimensions, ça se voit bien dans ces deux exemples. Quand on regarde un peu les capacités, quand on entre dans le détail de la description des objets, hein, donc il est très clair, les mugs ont une capacité supérieure à 20 centilitres alors que la tasse est à 8 centilitres. Donc en effet, la tasse est plutôt pour le petit café, mais pour le petit café, mais pas pour le café en général, puisqu'on peut prendre du café dans un mug. Hein, ce qu'on prend du café américain, enfin du café long, on le prend dans un mug, pas dans une tasse à expresso. Bien. Donc, vous voyez qu'il y a aussi ce problème de frontière entre tasse et mug aujourd'hui. Bon, alors, d'une manière plus générale, je parlais des sites, j'ai regardé sur le même site un peu comment tous les objets sont catégorisés. Donc vous voyez, en fait, pour s'en sortir, c'est en fait extrêmement compliqué. La problématique des vendeurs est de dire comment je peux présenter mes catégories pour que l'acheteur puisse trouver rapidement ce qu'il cherche. Hein. Donc, imaginez que vous cherchiez à acheter un tapis de bain. Un tapis de bain. Bon, alors, si vous cherchez par fonction, vous allez aller où où est-ce qu'on trouve ici, on ne trouve pas tapis, canapé, fauteuil, armoire, penderie, rangement, meubles de cuisine, lit, table, matelas et sommier. Bon, bref, c'est pas pratique. Donc ici, on a un premier classement qui n'est pas pertinent par rapport à ma question. Hein. Donc je vais plutôt aller voir par pièce. Dans un autre classement, il y a plusieurs catégorisations, hein, des mêmes objets sont catégorisés avec plusieurs systèmes de catégories, et ils sont catégorisés aussi par pièce. Donc vous avez, c'est sur 2 pages, hein, vous avez entrée, salon, salle à manger, cuisine, et puis chambre, bureau, et puis après des trucs qui sortent un peu, univers, bébé, enfant, buanderie, jardin, etc. Alors, votre tapis, vous allez le trouver peut-être dans salle de bain, tapis de bain, vous voyez, dans textile. Alors, il faut une sous-catégorie à l'intérieur de la catégorie salle de bain. Hein. Bon, bref, je ne veux pas insister, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a toutes sortes, il y a des choses assez amusantes à voir aussi sur les catégories accessoires dans les sites de vêtements, hein, parce qu'il y a toutes sortes de choses extrêmement, il y a des choses très bizarres. Enfin bref, je n'ai pas le temps d'approfondir cette question. Alors, pour définir les catégories, classiquement, il y a 2 paramètres importants qui sont l'extension et l'intention. Alors, je vais d'abord expliquer ces 2 notions qui sont vraiment importantes pour la question des catégories à partir d'exemples non linguistiques. Alors, si vous parlez de l'ensemble des nombres pairs, il y a 2 définitions possibles, 2 façons de définir l'ensemble des nombres pairs, par une propriété, hein, l'ensemble des entiers naturels tels que il existe P appartenant à N, avec N égale 2P, c'est-à-dire bon, les nombres qui sont des multiples de 2. Donc c'est ce qu'on appelle une définition en intention, avec un S, hein, ou une définition intentionnelle. Donc définition en intention ou en compréhension. Donc vous donnez une propriété, c'est une caractérisation abstraite de l'ensemble des membres de la catégorie. Et puis il y a une autre façon de définir, c'est par énumération. Hein, et donc dans ce cas-là, on parle d'une définition par extension. On donne une liste. Hein, les nombres pairs, c'est
0, 2, 4, 6, 8, 10, etc., etc. On comprend que ça veut dire à chaque fois on ajoute 2, mais je donne une liste, je ne donne pas une propriété. Donc là, l'extension des nombres pairs, c'est l'ensemble de tous les nombres pairs. Mais l'intention des nombres pairs, c'est la propriété qui caractérise tous les nombres pairs. D'accord ? Extension, c'est l'ensemble des membres de la catégorie, et l'intention, c'est la propriété définitoire de la catégorie, ou les propriétés. Alors maintenant, si je prends la catégorie chien, une catégorie, cette fois-ci, véhiculée par un mot. Une définition par intention, ça va être une définition, par exemple, de dictionnaire. J'ai emprunté en la raccourcissant celle du Téléphie. Le chien, c'est un mammifère carnivore, très anciennement domestiqué, dressé à la garde des maisons et des troupeaux, à la chasse, ou bien pour l'agrément, ou bien élevé pour l'agrément. Bon, ça, c'est la définition par intention, la définition intentionnelle, ou par compréhension. Donc, je donne des propriétés qui me permettent de reconnaître que tel animal entre sous cette définition ou pas. Et puis la définition extensionnelle, ça va être l'ensemble des chiens. L'extension du mot chien, c'est l'ensemble de tous les êtres ou objets, mais là en l'occurrence pour le mot chien, c'est l'ensemble de tous les êtres que je peux nommer chien. Donc la définition du concept d'extension, c'est ça, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels un concept ou un nom est applicable. Alors, oui, je l'ai donné ici, l'extension d'un nom ou d'un syntagme nominal ou d'un concept ou d'une catégorie, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable. Alors il y a une propriété importante, c'est une chose très connue, bon, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Port-Royal, c'est l'idée que l'extension et l'intention varient en proportion inverse. C'est-à-dire, si j'ai une grande extension, je vais avoir une petite intention, et si j'ai une grande intention, je vais avoir une petite extension. Pourquoi ? Par exemple, vous prenez chien qui a, mettons, une certaine intention et une certaine extension. Bien. Maintenant, vous comparez chien à caniche, qui est un sous-type de chien. Comment vous allez décrire le caniche en intention ? C'est un chien qui a certaines propriétés. Donc, on va reprendre la définition de chien, mais on va ajouter des propriétés supplémentaires. Autrement dit, du point de vue de l'intention, j'ajoute quelque chose. J'ajoute une propriété supplémentaire. Donc, j'augmente l'intention. Mais en termes de nombre d'êtres désignés par la catégorie, forcément, même s'il y a une infinité de caniches sur la Terre, il y en a une infinité plus petite que l'infinité des chiens, puisque tout caniche est un chien. Donc, j'ai augmenté l'intention, mais j'ai diminué l'extension. En fait, ça correspond à une idée très, très facile à comprendre. Plus je suis spécifique dans ma définition, plus je désigne un ensemble petit. Et moins je donne de spécificité, plus j'ai un ensemble qui est grand. Par exemple, là, si vous enlevez à partir de chien, si vous enlevez toutes les caractéristiques et que vous gardez uniquement mammifère, vous obtenez le mot mammifère, donc, qui a forcément une intention beaucoup plus petite, puisque vous avez supprimé toutes les caractéristiques qui permettent de distinguer le chien parmi l'ensemble des mammifères. Donc vous avez diminué l'intention, mais vous avez augmenté l'extension, puisque l'extension de mammifère est évidemment beaucoup plus grande que l'extension de chien. Donc, quand je diminue l'extension, j'augmente l'intention. Quand je diminue l'intention, j'augmente l'extension. Bon, voilà. Donc, les notions à connaître, c'est extension et ou intention d'une catégorie. Et puis, on parle donc d'instances, de membres, d'exemplaires d'une catégorie. Les catégories sont classiquement distinguées aussi en fonction de relations d'hyperonymie et d'hyponymie. Alors, voilà, c'est ce qu'on vient de voir avec les mammifères ou le chien. Toute catégorie peut être divisée en sous-catégories qui elle-même peut être divisée en sous-catégories. Vous voyez, par exemple, mammifère est une sous-catégorie de animal, mais dans mammifère, j'ai des sous-catégories comme carnivore ou ongulé, etc. Et en droit, cette sous-catégorisation, elle est infinie, parce que, au fond, je peux distinguer différents sous-types de lions, des sous-types de sous-espèces de lions, etc. On peut aller très loin dans la catégorisation. Et alors, pour ce qui concerne la terminologie linguistique, on parle d'hyperonyme pour parler d'un mot plus général qu'un autre. Donc, par exemple, ici,
mammifère est hyperonyme de carnivore, carnivore est hyperonyme de guépard, et on parle d'hyponyme pour le terme qui est inclus dans l'extension d'un autre terme. Par exemple, donc mammifère est un hyponyme par rapport à animal, carnivore est un hyponyme par rapport à mammifère. Ça, c'est juste pour fixer un peu la terminologie. Ces catégorisations s'appliquent à toutes sortes de choses. Là, je vous ai pris un exemple dans le droit. On a des sous-catégories de la personne en droit, entre la personne physique et la personne morale. La personne morale se divise elle-même en personne morale de droit privé et personne morale de droit public. Et puis les subdivisions peuvent continuer. Il y a 2 sortes de personnes morales de droit privé, la société et l'association. 3 sortes de personnes morales de droit public, l'État, la collectivité territoriale, l'établissement public. L'établissement public peut être un collège, un lycée, une université, une école. Les écoles, je pourrais les subdiviser, etc. etc. En fait, ce que nous montre cet exemple, c'est que très souvent, la connaissance d'un domaine, par exemple ici la connaissance juridique, n'est autre que la connaissance des catégorisations du domaine, en fait, via un certain vocabulaire. Donc on apprend des mots, non pas pour les mots, mais on apprend des termes techniques d'un domaine pour maîtriser les catégories que visent ces termes. Et on maîtrise bien le domaine quand on est à l'aise avec les catégorisations. Parce que ces catégorisations, elles correspondent à des propriétés. Alors, pour la catégorisation, on a 2 modèles principaux, et je vais vous expliquer le premier, qui est le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Bon. Le modèle qui va s'opposer, donc contre lequel Lakoff, disons, a un certain nombre d'objections, pour favoriser un autre modèle de catégorisation qui va être le modèle des prototypes. Mais pour comprendre l'intérêt du modèle de prototype, donc de la catégorisation par prototype, il faut d'abord comprendre le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. La catégorisation par le modèle des conditions nécessaires et suffisantes repose sur une idée simple, assez évidente, c'est que ce qui caractérise, mais on a vu avec les bols là que ça va poser certains problèmes. Ce qui caractérise une catégorie, ce sont un certain nombre de propriétés que possèdent tous les membres de la catégorie. Intuitivement, c'est souvent comme ça qu'on conçoit les catégories. Pour savoir si quelque chose peut appartenir à telle ou telle catégorie, je vais avoir en tête des propriétés et je vais vérifier si ces propriétés sont vérifiées. Alors, par exemple, un exemple très simple, concret, si je définis oiseau par ces 2 propriétés, donc ça c'est l'intention de oiseau, il y a 2 propriétés, vertébré à plume. Dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ça signifie que tout être qui est vertébré, qui a des plumes, va être un oiseau, appartient à la catégorie oiseau, et inversement, si je prends n'importe quel membre de la catégorie oiseau, il doit être vertébré, il doit avoir des plumes. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle de conditions nécessaires. Pour être un oiseau, il est nécessaire d'être vertébré et d'avoir des plumes, et suffisantes, parce qu'il suffit d'être vertébré et d'avoir des plumes pour être un oiseau. D'accord ? C'est ça, les conditions nécessaires et suffisantes. Donc là, c'est très clair, j'ai des propriétés. Si je veux savoir si un être quelconque est un oiseau, je regarde s'il a des plumes et s'il est vertébré. Bon. Alors, c'est sur ce genre de conception de la catégorisation que sont fondées les classifications scientifiques. Là, je vous donne un exemple élémentaire, un exemple scolaire de classification des espèces animales, où on distingue la grande classe des invertébrés, la classe des vertébrés. Vous retrouvez ici l'oiseau, parmi les vertébrés, avec cette deuxième propriété qui a des plumes. Donc là, j'ai la catégorie oiseau. Les mammifères, il va y avoir 2 propriétés supplémentaires par rapport à être vertébré, avoir des poils, la femelle possède des mamelles, etc., etc. Bon, pour les invertébrés, j'ai d'autres principes de classification qui sont du même genre. Mais au fond,
c'est un mode de classification dont j'ai besoin dans certains contextes. Hein. On va le critiquer, ce mode de classification, mais ce n'est pas pour dire qu'il est complètement inopérant et qu'il ne sert à rien. Il est très utile, ce mode de classification, dans le champ scientifique en général. Par exemple, dans le champ de la médecine. Hein. Je veux dire, pour repérer, enfin, bien que parfois les choses soient pas si claires, mais quand même, il y a un certain nombre de symptômes qui sont au fond des propriétés correspondant à une catégorie de pathologie. Hein. Une pathologie se caractérise par une liste de symptômes, et ces symptômes sont ce qui va permettre la catégorisation du comportement d'un individu dans telle ou telle pathologie. Alors, ce qui caractérise le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est que les frontières dans ce modèle sont strictement déterminées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mes deux propriétés, il n'y a pas d'hésitation. Soit c'est un oiseau, soit c'est pas un oiseau. J'ai deux propriétés, je les vérifie, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de zone floue. Donc, c'est une conséquence du premier point, l'appartenance à une propriété, c'est vrai ou faux, hein, c'est une logique binaire. Et puis, tous les membres de la catégorie ont le même statut. Tous les oiseaux sont oiseaux au même titre. Il n'y a pas d'oiseau qui serait plus oiseau qu'un autre oiseau. Hein. Tous sont oiseaux dans la mesure où ils sont vertébrés et ils sont à plumes. Donc, je n'ai aucune raison de considérer que l'un est plus oiseau que l'autre. Ils sont tous sur le même plan. Bon. Alors, comme je le disais, ce modèle, il est très utile pour la classification scientifique, mais la question se pose de savoir s'il reflète notre façon naturelle de catégoriser, et par façon naturelle de catégoriser, je vise le fait que dans la vie quotidienne, nous passons notre temps à repérer des catégories, à utiliser des catégories sans même nous en rendre compte, hein, mais nous avons une façon naturelle, spontanée de catégoriser. Et puis, la façon dont les langues naturelles catégorisent via le lexique. Est-ce que les catégories véhiculées par le lexique, on peut en rendre compte par ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Bon, on a déjà vu, avec l'exemple des tasses, des bols, des mugs, des assiettes, etc., que les catégories véhiculées par ces mots sont tout de même beaucoup plus floues qu'on pourrait s'imaginer. En fait, d'une manière générale, dans la catégorisation ordinaire, les frontières des catégories ne sont pas nettes du tout. Alors, on a vu tout à l'heure l'exemple des tasses, etc., mais pensez aussi, je prends deux autres exemples, l'exemple des meubles. Hein. Est-ce qu'un abat-jour, par exemple, c'est un meuble? Alors, si je vous dis une chaise, une table, vous allez me dire oui, sans problème. Hein. Mais un abat-jour, est-ce qu'un piano, c'est un meuble? Alors, évidemment, ça va dépendre du point de vue peut-être. Hein. Si vous êtes musicien, votre piano, vous ne le voyez pas comme un placard ou comme, hein, vous le voyez comme un instrument de musique. Donc, il va appartenir à la catégorie. Mais si vous êtes déménageur, le piano, c'est un meuble comme un autre, hein, à transporter. Bon, donc, la catégorie meuble, vous voyez, on sent bien que certains membres sont clairement dans la catégorie, comme les chaises, les tables, et d'autres sont moins dans la catégorie. Une télévision, est-ce que c'est un meuble? Oui, mais bon, on sent bien que c'est moins un meuble quand même qu'une table ou une chaise. Hein? Bon, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, c'est un peu le problème qu'on a vu tout à l'heure avec les bols et les tasses dans l'exemple de Lakoff. C'est-à-dire que, pour certains cas, quand les diamètres étaient suffisamment petits ou suffisamment grands, je n'ai pas de problème pour savoir si j'ai affaire à une tasse ou un bol. Mais pour un diamètre intermédiaire, j'ai un problème. Hein. Je suis dans une zone floue de la catégorie.
Pour les vêtements, c'est exactement la même chose. Si on vous parle de, je sais pas, de vestes, de chemises, de pantalons, bon, oui, pas de problème pour être. Mais est-ce que une ceinture ou est-ce que des lacets de chaussures, est-ce que des lacets de chaussures, c'est un vêtement? Ça fait partie de la catégorie vêtements. C'est pas évident, c'est moins évident, ou même une ceinture. Bon, alors ça je sais, vous allez me dire, ah mais c'est accessoire. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire accessoire? Est-ce que c'est un type de vêtement? Mais on voit bien que la catégorie vêtements, elle véhicule, elle contient des membres qui sont plus vêtements que d'autres. Donc, les frontières des catégories spontanées, naturelles que nous utilisons ne sont pas nettes. Et par ailleurs, certains membres sont de meilleurs représentants que d'autres. Et enfin, certaines propriétés ne sont pas toujours vérifiées. C'est-à-dire que, en effet, je peux définir un bol par le fait que je mets un liquide dedans, parce que ça va me permettre de distinguer le bol et l'assiette, pour dire que dans l'assiette, je mets des choses solides. Mais en réalité, on peut manger des choses solides dans un bol, donc ce serait pas, c'est pas une propriété qui va être toujours valable. Hein. Je vous rappelle la définition que donnait le dictionnaire tout à l'heure pour bol. Pièce de vaisselle de forme généralement hémisphérique servant à prendre des boissons. Si je considérais que ça, c'était une définition par condition nécessaire et suffisante, à partir du moment où je mets autre chose que des boissons dans un bol, est-ce que c'est encore un bol? Ou est-ce que c'est un bol que j'utilise d'une manière bizarre? Est-ce que je peux définir le bol à partir de cette propriété boisson? Donc vous voyez que les définitions dictionnaires vont essayer de s'approcher de ce qui est le plus représentatif de la catégorie, mais ne vont pas pouvoir fonctionner vraiment comme des conditions nécessaires et suffisantes. Des dictionnaires usuels. Hein. Après, dans un dictionnaire technique, d'une discipline scientifique ou technique, ce sera différent. Mais dans le langage ordinaire, on aura quand même du flou et des propriétés qui sont instables. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez Laïkov à ce sujet? Je vais commenter quelques citations qui sont au début du livre que j'ai présenté au début de la séance. Alors, d'abord, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, Laïkov l'intègre dans la rubrique générale de l'objectivisme qu'on va préciser un petit peu. Alors, ce qu'il appelle la vue traditionnelle, donc à l'intérieur de laquelle s'inscrit ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Cette vue traditionnelle, il la nomme objectivisme pour les raisons suivantes. Les tentatives modernes pour faire en sorte que ça marche acceptent l'idée que la pensée rationnelle consiste dans la manipulation de symboles abstraits et que ces symboles obtiennent leur signification via des correspondances avec le monde objectivement, des correspondances objectivement construites, c'est-à-dire indépendantes de la compréhension d'un organisme quel qu'il soit. Donc l'idée, c'est que, par exemple, pour oiseau vertébré à plumes, j'utilise le symbole oiseau par une correspondance avec des propriétés du monde qui sont que l'être du monde a des plumes et est invertébré. Donc une collection de symboles mis en correspondance avec un monde objectivement structuré est vu comme une représentation de la réalité. Du point de vue objectiviste, toute pensée rationnelle implique la manipulation de symboles abstraits qui sont dont on obtient la signification seulement par des correspondances conventionnelles avec des choses dans le monde externe. Bon. Donc, ce sur quoi insiste là Laïkov, c'est l'idée que
l'objectivisme est fondé sur l'idée que les symboles sont mis en relation arbitraire avec des choses dans le monde pour leurs propriétés objectives. Alors, parmi les conceptions qu'il place, lui, comme caractéristiques de l'objectivisme, donc il donne toute une liste d'idées, de principes qui caractérisent pour lui, en quelque sorte, l'idéologie objectiviste. Bon. Donc il y a beaucoup de répétitions, hein, mais je vais les parcourir rapidement. La pensée est une manipulation mécanique de symboles abstraits. L'esprit est une machine abstraite qui manipule des symboles comme un ordinateur par du calcul algorithmique. Les symboles, c'est-à-dire les mots et les représentations mentales, obtiennent leur signification par des correspondances avec les choses dans le monde externe. Toute signification a cette propriété. Donc c'est surtout cela qui nous concerne pour la question de la catégorisation. Est-ce que la catégorisation se fait par des propriétés du monde externe, en prenant en considération des propriétés du monde externe? Les symboles qui correspondent au monde externe sont des représentations internes de la réalité externe. Bon, là, c'est toujours l'idée de cette correspondance arbitraire. Donc, au fond, l'esprit apparaît comme un miroir de la nature, hein, puisque toutes les représentations sont faites comme étant le reflet de propriétés externes du monde. Bon, et donc, par conséquent, il est complètement indifférent que les concepts et la raison humaine soient liés au corps et aux organismes et à l'environnement. Hein. Bon, mais ça, si vous voulez, évidemment, on le voit venir, puisque lui, il va défendre l'idée que la catégorisation se fait par des organismes incarnés, hein, qui ont un corps, et que du coup les catégorisations produites par l'esprit humain ne sont pas simplement des reflets de ce qui existe dans le monde, mais des produits de ce que génère un corps humain dans sa relation avec le monde. Bon, la suite est ici, donc la pensée est abstraite et désincarnée. Des machines peuvent faire la même chose que ce que fait la pensée et la raison. La pensée est atomique, la pensée est logique au sens technique, etc. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est comment on devine, par opposition, sa position à lui, qui est une position, je vous l'avais dit déjà, dite expérientialiste. Hein. Donc, d'une part, c'est l'idée que la pensée ne se réduit pas à une manipulation de symboles abstraits, que la signification ne se réduit pas à une correspondance avec des entités du monde externe, que le corps joue un rôle dans l'élaboration des symboles, hein, ou des représentations, et que les processus mentaux ne sont pas isolés, atomistiques, hein, mais globaux et irréductibles à une logique formelle. Alors, là, il introduit donc la théorie du prototype, enfin, il évoque rapidement la théorie du prototype, qui va être la théorie opposée à la théorie des conditions nécessaires et suffisantes. Donc là, ce sont juste un exposé d'idées générales, sans qu'on entre dans le détail de ce qu'est la théorie du prototype. Hein. Mais je commente cette citation parce qu'elle permet de situer dans la pensée de Laïkov, et d'ailleurs ces idées-là sont suffisamment installées pour être partagées par la plupart des spécialistes de linguistique cognitive sur la catégorisation, pour situer donc la question
du prototype, la question de la catégorisation par le prototype. Donc l'approche de la théorie du prototype que nous allons présenter ici suggère que la catégorisation humaine est principalement une matière d'expérience humaine et d'imagination, de perception, d'activité motrice, de culture d'un côté, et de métaphore, de métonymie, d'imagerie mentale de l'autre. Donc vous voyez, toutes sortes de processus qui n'ont pas grand-chose à voir avec simplement être le reflet de propriétés existant dans le monde externe. Bien sûr, certains aspects de la raison humaine peuvent être isolés artificiellement et modélisés par une symbolisation, par une manipulation de symboles abstraits, de même qu'une partie de la catégorisation humaine peut être appréhendée à partir de la théorie classique. Ce qu'il appelle la théorie classique de la catégorisation, c'est ce qu'on vient de voir, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Mais nous ne sommes pas intéressés, disons, par les aspects artificiels, par la partie artificielle, la sous-partie artificielle de la capacité humaine de catégoriser et de raisonner, mais ce qui l'intéresse, c'est vraiment la capacité dans sa globalité, la capacité à catégoriser dans sa globalité. Et comme on va le voir, donc, dit-il, ces aspects de la catégorisation qui conviennent à la théorie classique sont des cas particuliers de la théorie générale des modèles cognitifs, et qui nous permet de caractériser les aspects imaginatifs et expérientiels de la raison. Alors, je vais terminer en commentant ce dernier extrait. Donc, pour passer de la théorie classique des catégories à la théorie des prototypes, Lakoff estime qu'il faut renoncer à un certain nombre de préjugés qu'il considère comme des préjugés. Bon, mais encore une fois, vous allez voir qu'il se répète beaucoup. C'est un livre très lancinant d'une certaine façon. Il redit beaucoup de fois la même chose sous différents angles, mais pour vraiment enfoncer le clou, si on veut. Donc, les idées auxquelles... Alors attention, là, toutes ces idées sont des idées refusées, et qui sont des idées refusées par Lakoff, par le modèle du prototype, par la catégorisation vue selon la linguistique cognitive, mais qui sont acceptées par ce qu'il appelle la vue traditionnelle, donc par le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Donc première idée, la signification est fondée sur la vérité et la référence. Elle concerne la relation entre les symboles et les choses dans le monde. On a déjà vu ça. Les espèces biologiques sont des espèces naturelles définies par des propriétés communes essentielles. Donc, autrement dit, c'est la réduction des êtres humains à des espèces biologiques, à des espèces, disons, naturelles. Donc, sans prendre en considération quelque chose qui irait un peu au-delà, peut-être. L'esprit est séparé et indépendant du corps. Donc, à chaque fois, il faut penser que lui, il va défendre l'idée inverse. Donc, il va travailler sur l'articulation corps-esprit. L'émotion n'a pas de contenu conceptuel. Bon, voilà, donc chez Lakoff, il va y avoir un contenu conceptuel lié à l'émotion. La grammaire est une matière de pure forme. Bon, ça, c'est l'idée de Chomsky à laquelle il s'oppose, pardon. La raison est transcendantale, au sens où, elle va au-delà de la façon dont les êtres humains pensent, en réalité. Il y a une raison transcendantale qui est indépendante, en quelque sorte, des êtres humains en tant qu'êtres vivants. Exemple, les mathématiques. Donc, les mathématiques seraient le modèle de la raison. Donc, ce que Lakoff va développer, c'est une autre conception de la raison.
hein, une raison qui ne serait pas une raison calculante, mais une raison cognitive, c'est-à-dire une façon de... une description des opérations de pensée qui ne passe pas par des opérations logiques, mais par des opérations cognitives. Il y a une certaine façon de décrire le monde qui est la seule correcte pour comprendre. Il y a une seule façon de comprendre le monde qui est la vérité, en quelque sorte. Bon, donc ça c'est le refus d'une forme de relativité. Bon. Et puis tout le monde pense en utilisant le même système conceptuel. Bon, ça aussi, donc, contrairement à ce qu'on croit parfois, hein, dans la linguistique cognitive, il n'y a pas du tout cette idée que les systèmes conceptuels sont les mêmes chez tous les êtres humains. Il y a bien sûr cette idée que tous les autres êtres humains, en tant qu'êtres humains, vont utiliser, par exemple, des processus de catégorisation. Mais ces processus de catégorisation, selon les cultures, vont s'opérer différemment. Donc, ça n'est pas parce qu'on cherche ce qu'il y a de commun aux êtres humains, quelle que soit leur langue, qu'on renonce à des particularités cognitives liées à telle ou telle langue ou culture. Bon, alors, la semaine prochaine, on verra un petit peu comment ça se présente chez Eleanor Roche, dont Lakoff s'inspire ici, et puis je vous présenterai plus en détail donc, la théorie du prototype. Voilà, eh bien écoutez, on va arrêter là, on n'a pas trop de temps pour les questions. Si vous en avez, vous me les poserez la semaine prochaine. Hein ? Voilà, merci de votre attention, et à la semaine prochaine.